Non, je n'ai pas calculé, mais déjà dans le modèle magnétique en élément fini, on voit que Non, il n'y a pas de champ qui rentre, qui passe dedans. non, les champs passent directement que dans les segments. Et même, par exemple, dans les parties, dans les parties ici, la queue d'arente, il n'y a pas de champs qui rentrent dans cette partie. Ils rentrent que dans la partie segment. Oui, oui, tout à fait. Bon, alors je crois que... Dans la lue, donc. Oui, à un certain moment, vous parlez des autres machines. Vous faites des comparaisons avec les autres machines. C'est très bien, c'est une ouverture, donc ça c'est très intéressant. Par contre, vous dites bien que ce n'est pas optimisé, et ce qui m'a étonné, moi, ce sont les ondulations de coupe que vous avez sur cette structure. Elles sont très élevées. Oui. Les slides. Alors justement, quand vous les calculez, donc c'est électromécanique, puisque c'est carrément trois parties. Oui. Vos mêmes structures, vous les calculez par élément fini. Oui, tout à fait, par élément fini. Par alimentation triphasée, équilibrée, etc. Oui, tout à fait. D'accord. Oui, c'est toujours avec une hypothèse que votre alimentation arrive effectivement à suivre les courants que vous souhaitez. Oui. Et vous n'avez jamais essayé de mettre le convertisseur avant parce que ça donnerait beaucoup. C'est vrai que cette partie-là, on n'a pas touché la partie intégration d'électronique de puissance. Là, tout est considéré avec des courants sinusoïdales sans harmonique d'MLI. D'accord. C'est limité à ce niveau-là pour... De ce côté-là. Du point de vue thermique, maintenant c'est oui. ma perspective, il y a des choses qui... Alors je trouve que votre modèle est très bien parce que vous arrivez à montrer au fur et à mesure que les choses s'accomplissent bien. Oui. Ce qui m'intéresse, c'est comment vous mettez vos sources, les pertes, en fait les termes de source pour votre modèle thermique, ce sont les pertes électromagnétiques, les pertes joules. Oui, pertes électriques. Calculées par le modèle électromagnétique. Donc vous mettez uniquement les pertes joules. Oui, justement, suite au constat que les pertes fer sont minimales par rapport aux pertes joules. D'accord. Et toujours les pertes joules avec une alimentation tri. Oui. Ou en prenant en considération le convertisseur. Ah, dans la validation, ça a été fait avec un courant continu. Ça, c'est lorsque vous mettez vos pertes maîtrisées, vos 10,9 watts. Combien. Oui. Donc là, vous dites que vous le faites avec en continu en alimentant une. Oui, tout à fait. D'accord. Une encoche. En alimentant, en branchant les trois phases et alimenter les trois en parallèle. Les trois en parallèle ou I1 moins 1,5 moins 1,5. D'accord. Ok, donc effectivement, vous avez exactement le même continu. Oui, tout à fait. D'accord. Et quel est l'intérêt de regarder les constantes de temps thermique tout au départ? Alors, il y a deux choses qui m'ont surprise. Une, je trouve que vos courbes collent vraiment très très bien. Oui. À un certain moment, je me suis dit, le thermocouple, il a quand même une petite... il a une incertitude, une précision. Oui, tout à fait. Et elle est de combien? Je n'ai pas tout à fait compris. Donc pour un expérimentateur, on a plus ou moins X%. Ah, l'incertitude, oui, ça en fait, ça a été, oui, il y avait dans le manuscrit ici, ce type de, donc le thermocouple qu'on avait utilisé, c'est un thermocouple de jonction K avec une incertitude de plus ou moins 1 degré. D'accord. C'était marqué, oui. Alors du coup, lorsque vous montrez vos courbes en régime permanent, oui. Vous êtes à plus ou moins 1. C'est plus ou moins 1 degré, effectivement. Et donc tout ce que vous avez fait en validation, c'était avec de la puissance maîtrisée. Oui. Vous injectez. Oui. D'accord. Et une fois quand vous faites vos cycles, c'est-à-dire que cette fois-ci, vous allez monter avec un convertisseur. Non, justement, les cycles, c'était que des résultats. C'est ça que oui. Bien compris. C'est quoi vos cycles exactement? Les cycles, c'est que des résultats de simulation, ce ne sont pas des résultats expérimentaux. Alors du coup, lorsque vous regardez vos constantes, vous dites que c'est très important de bien maîtriser les constantes de temps au départ. Oui. Parce que si je travaille avec une alimentation cyclique, effectivement,
effectivement, là vous avez des courts instants d'alimentation, donc forcément les constatants, vous avez tout intérêt à ce que vos mesures collent, enfin vos simulations pardon, collent très bien avec les mesures, sinon vous allez avoir un offset. Oui. Et c'est là où je n'ai pas compris exactement vos cycles. Vous simulez comment? Vous mettez un hacheur, en quelque sorte, vous appliquez des courants, vous enlevez, vous appliquez. Ah non, justement, pour la simulation en cycle, on avait juste simplifié le courant injecté par un courant efficace, continu. Oui. C'est ce que tu dis, c'est découpé. C'est découpé, il le met pas. Oui, exactement, oui. D'accord. Parce que du coup, lorsque vous montrez votre cycle 7.3, ça veut dire quoi? J'ai du mal à suivre lorsque. C'est-à-dire que votre machine est bien alimentée avec un convertisseur pour suivre le gabarit de votre cycle ici. Je n'ai pas bien compris là. Lorsque vous montrez. Quel slide par exemple? Les cycles C3. Les cycles C3, oui. Oui, voilà. Voilà, lorsque vous montrez ça, donc ce que vous montrez en bleu, oui. si je n'aime pas. C'est les moments auxquels on injecte les courants. Oui. Mais c'est juste oui. Une injection de courant au sens où vous l'aviez montré au départ, c'est-à-dire les trois en parallèle, les trois bobines en parallèle? Non, cette fois-ci, c'est vraiment en fonction de l'application. Par exemple, pour arriver à un niveau de couple de fonctionnement, il faut par exemple un temps d'ampère. À ce moment-là, je vais injecter cette courant-là. C'est vraiment vis-à-vis de l'application. Cette fois-ci, ça n'a plus un lien avec tout à l'heure la validation expérimentale. Il y a un truc que je n'ai pas bien compris, mais bon, on en discutera plus tard. D'accord. Là, ça y est pas de problème, je n'ai pas bien compris, il y a une petite subtilité. Dernière chose, pour la partie mécanique, carrément cette fois-ci, pour oui, vibrations. Pour les vibrations, vous mettez votre pression magnétique. Oui. Alors, vous la calculez à partir des éléments finis, si je ne me suis pas trompé. La pression, oui, tout à fait. Oui, alors, vous calculez quoi? Vous calculez les forces locales ou vous calculez B de T et de θ? Vous en déduisez la pression? Ça, je ne peux pas vous répondre maintenant parce que c'est un outil que j'avais appliqué, un outil développé auparavant, validé, et j'ai appliqué. Par contre, ça, il faut que je regarde avant de vous répondre maintenant. Je ne suis pas sûr maintenant pour pouvoir vous répondre. Merci encore une fois pour votre travail. Je vous en prie. Vous avez abordé différents thèmes physiques et c'est loin d'être facile à faire. Oui. C'est du jonglage, ça je veux bien le croire. Merci pour votre présentation et félicitations encore pour votre travail. Merci beaucoup. Merci Monsieur le Président. Merci, monsieur. Merci. Je vais donc passer la parole au deuxième rapporteur. Je passe la parole au professeur Xavier Ménager. Merci Monsieur le Président. Donc, comme le veut la coutume, je vais aussi commencer par quelques remarques avant de passer aux questions qui me restent. Ce sont des remarques qui sont valables pour le rapport, mais aussi pour la soutenance, puisqu'elle présente, elle étant très proche, elle présente les mêmes qualités dans l'ensemble. Donc j'avais souligné dans mon rapport que la présentation m'avait paru très claire et permettait justement donc, une lecture aisée pour des personnes qui étaient extérieures au travail. Ça, c'était quelque chose de très appréciable. Ça nous permettait vraiment de comprendre, je pense, l'essentiel de ce qui avait été fait pendant ces 3 années de thèse. J'ai particulièrement apprécié les validations expérimentales multiples qui ont été présentées et qui, à mon sens, en particulier pour tous les aspects thermiques et je dirais acoustiques, sont quasi obligatoires si on veut donner un peu de crédibilité aux modèles qui sont développés. Voilà, donc j'ai aussi apprécié qu'il y ait différents types de modèles qui soient utilisés, de l'analytique, des réseaux de résultance et le travail des réseaux de résistance thermique et la partie éléments finis. Donc ça montre qu'il y a besoin justement de maîtriser ces différents outils. C'est quelque chose aussi qui a de la valeur dans notre travail.
et évidemment les aspects multiphysiques qui m'intéressent particulièrement et qui, encore une fois, demandent un travail supplémentaire. On ne se contente pas de travailler sur un aspect électromagnétique, il faut arriver à avoir un petit peu de recul sur les aspects thermiques et mécaniques, vibratoires, acoustiques, ce qui n'est pas toujours extrêmement simple suivant la formation qu'on a au départ. Voilà. Donc je vais passer à quelques questions. La première est encore assez générale, c'était sur le contexte de la thèse avec le passage de témoin, je dirais, entre la première thèse qui a été réalisée au LEC et la seconde thèse. En lisant le mémoire, j'avais un petit peu de difficulté à savoir exactement dans la présentation ce qui appartenait ou ce qui avait été développé dans la thèse précédente et à partir de quel moment il y avait des développements propres à cette seconde thèse. D'accord. En particulier sur la partie expérimentale. Donc, ce que j'aimerais savoir, c'est quels ont été les développements propres à cette thèse, qu'est-ce qui était déjà en place donc, dans la partie qui a été développée par Caroline, la partie modèle magnétique ont été développés, d'où j'en retirais donc les inductances LD-LQ par exemple. Elle avait fait aussi des modèles électriques, elle a aussi validé quelques points de fonctionnement au niveau couple espace couple vitesse. Mais cette fois-ci, dans le cadre de ma thèse, ce n'est pas que de valider quelques points, c'est vrai que j'ai refait cette partie-là pour pouvoir retracer les espaces couple vitesse, mais c'est surtout pour avoir mon outil propre après pour aller le connecter avec un modèle thermique. Mais je ne me suis pas arrêté qu'à tracer des enveloppes vitesse, j'ai essayé aussi de cerner les différentes interactions entre les critères électromécaniques, par exemple comme des abacs montrer des abacs différentes. Donc là, je suis allé essayer de voir les interactions sans se contenter que des points de fonctionnement. Bon, on peut le faire franchement, on s'arrête. Donc ça, c'est un apport en plus et surtout l'aller-retour avec la thermique. Et sur la partie expérimentale, donc pour le pilotage de la machine, par exemple, ça, c'était des choses qui étaient déjà en place. Après, Oui, il fallait oui, exactement. imposer des profils Oui, un peu particuliers. oui, tout à fait. Donc dans le banc d'essai en fait qui était en place, c'est la machine avec le système de commande. Moi, quand je viens derrière, c'est d'installer le système de charges différentes. Avant, il y en avait déjà en place, mais maintenant avec des systèmes un petit peu plus complets, je veux dire. Mais après aussi tout ce qui est lié avec la validation thermique et vibroacoustique. Mais sinon, la commande, oui, ça a été développé par Caroline. Et je me suis posé en tant qu'utilisateur pour l'évaluation. J'avais quelques questions sur la géométrie de la machine. Oui. Juste, on peut revenir sur le slide 10. J'ai l'impression de... slide 10. Au départ, c'est celui qui montre... je me suis trompé. Qui montre la géométrie, voilà, 8, pardon. Sur l'image de gauche, on a l'impression que les parties ferromagnétiques, elles ont la possibilité, si la machine tourne relativement rapidement, de se détacher de la partie en alu, non Ça m'a perturbé au départ et en voyant les photos, j'ai l'impression que la figure ne représente pas vraiment... C'est vrai qu'ici, la queue d'Arendt qui est dessinée ici n'est pas fidèle aux queues d'Arendt